Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette séquence sur le calendrier lunaire. Durant cette vidéo, nous allons tenter d'avoir un regard d'astronome sur notre Lune et comprendre ses mouvements, ses interactions avec le Soleil et surtout avec notre Terre. Je vous conseille de regarder ces vidéos dans l'ordre, sinon vous risquez de ne pas tout comprendre vu que je ferai des liens entre les différentes parties. Pour vous rendre la tâche plus facile, je m'aiderai de schémas et de représentations pour vous aider au mieux dans votre compréhension de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Commençons par situer les choses. La Lune tourne autour de la Terre, c'est pour ça qu'on l'appelle un satellite, à la différence d'une planète qui elle tourne autour d'une étoile. Sur le schéma à l'écran, on peut donc essayer facilement de représenter la Terre, la Lune, et donc la trajectoire de la Lune autour de nous, c'est-à-dire son orbite. Retenez bien ce schéma, nous y reviendrons souvent. La Lune est à environ 384 400 km de nous. C'est bien une moyenne car en réalité, cela change à chaque seconde. Mais nous y reviendrons. Premièrement, comme on sait que la Lune tourne autour de la Terre, il est possible de calculer le temps qu'elle met pour réaliser son orbite. Mais déjà là, on se heurte à un premier problème. Par rapport à quoi calculer ce temps? Car n'oublions pas que si la Lune tourne autour de nous, la Terre bouge en même temps autour du Soleil, ce qui va fausser un peu nos calculs et nous pousser à différencier les choses. Les astronomes séparent en 4 grandes durées la révolution de la Lune. Nous aurons d'abord la révolution draconitique, c'est-à-dire le temps que la Lune va mettre pour faire avoir 2 passages au même nœud lunaire, donc au même plan que la Terre. Nous y reviendrons plus tard pour expliquer un peu les choses, mais cette révolution dure 27 jours, 5 heures, 5 minutes et 36 secondes, très précisément. Ensuite, nous avons la révolution anomalistique. Ça, c'est le temps qui sépare 2 moments où la Lune est au plus près de la Terre. Là, la révolution dure 27 jours, 13 heures, 18 minutes et 33 secondes. La révolution sidérale, ça c'est le temps que la Lune va mettre pour réaliser un tour complet de son orbite, donc un tour complet autour de la Terre, sans tenir compte des phases ou d'autres choses. Là, nous sommes à 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes et demie. Et finalement, celle qui va nous intéresser le plus dans le calendrier lunaire, la révolution synodique. Ça, c'est le temps qui va séparer 2 phases de la Lune identiques, donc par exemple 2 pleines lunes ou 2 nouvelles lunes. Là, la révolution est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. Mais pour simplifier les calculs, je vais arrondir à 30 jours, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Mais sachez qu'en fait, en réalité, c'est un peu moins de 30 jours. Cette rotation autour du Soleil va modifier la façon dont nous voyons la Lune dans le ciel. En effet, elle ne sera pas toujours placée au même endroit et placée de la même façon par rapport au Soleil. La partie éclairée va donc paraître changer. Et de la Terre, elle va changer de forme. En réalité, la Lune ne change pas de forme, rassurez-vous, elle sera toujours bien ronde. Mais étant donné sa révolution autour de la Terre, la fraction que nous verrons éclairée va grandir et rétrécir au fil du temps. Durant 15 jours, la Lune va sembler grossir dans le ciel, pour finalement rétrécir pendant 15 autres jours. Ce cycle correspond à la révolution synodique dont nous venons de parler, et qui est précisément, je vous le rappelle, de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes. Durant ces 29 jours et des poussières, la Lune va passer par 8 grandes phases. Lorsqu'elle est située entre la Terre et le Soleil que nous considérons à gauche sur le schéma, elle présentera sa face sombre à la Terre. On parle de nouvelle Lune. Nous ne la voyons pas dans le ciel. Quelques jours plus tard, elle apparaît juste au coucher du Soleil, on parle de premier croissant. Une semaine après la nouvelle Lune, la moitié de la surface est visible de la Terre, on est alors au premier quartier. Là, elle a effectué un quart de son orbite. Vient ensuite la Lune gibbeuse croissante, 3/4 de la surface sont visibles, et quelques jours après, on arrive à la pleine Lune, 15 jours précisément après la nouvelle Lune. Elle a déjà effectué une demi-orbite et nous présente sa face éclairée. Elle se retrouve à l'opposé du Soleil et se lève au moment où il se couche. Quand elle se lève, l'autre se couche. Ensuite, elle va continuer, elle va rétrécir un peu à la fois. Elle passera d'abord par la Lune gibbeuse décroissante, où là les 3/4 de la surface seront éclairées. Une semaine après la pleine Lune, c'est le dernier quartier. La deuxième moitié de la surface est visible de la Terre. Vient ensuite le dernier croissant, où la Lune se lève très tôt le matin et n'est plus visible que quelques minutes avant le lever du Soleil. Et finalement, à peu près un mois après, le tour est bouclé et la Lune redevient noire, c'est la nouvelle Lune. On dira que la Lune est croissante, donc elle grandit de la nouvelle Lune à la pleine Lune, et qu'elle sera décroissante de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Vous me direz comment observer cela et comment savoir si on est en Lune croissante ou décroissante. Pour ça, on a 2 façons de faire. Premièrement, on peut se poser une question. À quelle heure je vois la Lune? Si vous la voyez le soir, dans le ciel du soir, c'est plus probable que nous soyons en Lune croissante.
Si par contre vous observez le matin, il est probable que vous soyez en lune décroissante. Mais il y a encore plus simple. Il suffit de placer une barre imaginaire à côté de la lune. Regardez par exemple les images. Si la lune forme un P grâce à votre barre imaginaire, vous serez en lune croissante. Par contre, si elle forme un D, là vous êtes en lune décroissante. D comme décroissante, on peut retenir comme ça. C'est pratique, hein? En plus de cela, la lune a une petite surprise pour nous. En effet, elle ne tourne pas bien gentiment autour de la Terre comme nous l'avons vu. Son orbite est légèrement inclinée par rapport au plan où se trouvent la Terre et le Soleil, au passage qu'on appelle l'écliptique. Elle forme même un angle de 5,9 degrés. Cela aura pour conséquence, très simple, que la Lune va sembler monter pendant 14 jours dans le ciel avant de redescendre 14 jours. Un peu comme le Soleil le fait au fil des saisons, sauf qu'elle le fait en 27 jours et pas en un an. Durant son trajet, comme vous le voyez, elle va traverser 2 fois le plan de la Terre et du Soleil, le fameux écliptique. Ces 2 croisements, séparés d'à peu près 14 jours, s'appellent des nœuds lunaires. On parlera de nœuds lunaires ascendants quand la Lune monte, et de nœuds lunaires descendants quand elle descend. Ces nœuds lunaires ne sont pas observables à l'œil nu de la Terre, forcément. C'est même assez difficile de repérer la Lune qui monte et qui descend, dans le ciel à l'œil nu quand on n'a pas l'habitude. Si vous voulez tout de même essayer un petit truc, vous prenez un point bien précis comme repère dans votre jardin. Un bâtiment, un arbre ou autre chose. Un point fixe. Et vous observez la Lune 2 jours de suite. Vous la localisez bien par rapport à votre repère le premier jour, et vous l'observez le lendemain, 2 heures plus tard. Vous observez au même endroit et vous regardez si elle est un peu plus haute, un peu plus basse. Je vous préviens, c'est pas facile, et il faut parfois espacer nos observations de 2-3 jours pour être sûr qu'elle soit bien plus haute ou bien plus basse. Attention que beaucoup de monde confond, à tort forcément, la lune montante et la lune croissante. Mais la lune montante, maintenant vous savez qu'elle monte sur son orbite, la lune croissante c'est par rapport à sa place par rapport au soleil. Donc c'est 2 origines bien différentes et souvent les gens confondent. Mais on peut très bien avoir une lune croissante et descendante ou une lune décroissante et montante. Ça n'a rien à voir, c'est pas lié l'un à l'autre. Lors de son voyage autour de la Terre, comme nous l'avons déjà vu, la Lune décrivait une ellipse qui n'est pas vraiment plate, alignée sur l'écliptique, mais qui est plutôt inclinée de presque 6 degrés. Mais il y a aussi autre chose, non seulement elle est inclinée, mais en plus la Terre n'est pas le centre de son orbite. Ce qui veut dire que la Lune va tantôt s'approcher de la Terre, tantôt s'éloigner. On appellera apogée le moment où la Lune est au plus loin de la Terre. Elle se trouvera à environ 406 000 km. A l'inverse, on appellera périgée le moment où la Lune est au plus près de la Terre, et alors elle sera plus qu'à 357 000 km. C'est une différence de 50 000 km qui ne représente pas grand-chose à l'échelle astronomique, mais qui pour nos yeux de terriens va faire que la Lune va sembler grossir ou rétrécir dans le ciel. Là aussi, c'est pas facile à voir, c'est même le phénomène le plus difficile à observer. Et il faut une bonne connaissance de la Lune, une observation régulière pour nous aider à remarquer si elle grossit ou si elle rétrécit. Pour les observateurs avertis, voilà à peu près ce que ça donne avec les grandeurs respectives. Donc vous avez à gauche la Lune au moment du périgée, où elle mesure 33 minutes 45 secondes d'arc. Ça, c'est à peu près la taille qu'on utilise en astronomie pour voir si un objet est grand ou petit dans le ciel. Et elle ne mesurera plus que 29 degrés et 14 secondes d'arc si on est à l'apogée. Il y a moyen de calculer tout ça, mais je vous fais grâce des calculs. Je vous le donne tout fait, c'est quand même un peu plus simple. En regardant le soleil parcourir le ciel le 21 juin et en regardant le même soleil parcourir le ciel le 22 décembre, on va noter une différence de hauteur. En effet, le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel en été qu'en hiver. Nous avons donc toute une bande imaginaire entre le 21 juin et le 22 décembre où nous allons retrouver la Lune et toutes les planètes du système solaire, autour de l'écliptique, pas très loin. Derrière cette Lune et ces planètes, nous allons retrouver certaines constellations. Une constellation, au passage, vite fait, c'est un ensemble d'étoiles qui semblent proches vues de la Terre, qui ne le sont pas spécialement, mais qui semblent proches vues de la Terre. La Lune va donc sembler passer devant les constellations au fil du temps. Ces constellations-là, vous les connaissez bien, elles sont au nombre de 12. Ce sont les constellations du zodiaque. Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau et ainsi de suite, il y en a 12. À la suite d'observations, les hommes ont compris que la Lune influençait les plantes et ne les influençait pas de la même façon selon où elle était. En fait, ça dépendait même des constellations où elle se trouvait. Ils ont donc regroupé ces constellations en 4 grands groupes. Nous aurons Bélier, Lion, Sagittaire ensemble, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau et Cancer, Scorpion, Poisson. Rudolf Steiner, en 1924, va même aller plus loin. Lui, il va même pousser très loin l'étude des constellations. Il va remarquer que
Il y a aussi une correspondance avec les signes que les anciens donnaient au monde. En fait, les anciens croyaient que le monde était régi par 4 grandes forces: le chaud, le froid, l'humide et le sec. Ils avaient donc déduit que le chaud et le sec, ça donnait souvent le feu. Le sec et le froid, c'était de la terre. Le chaud et l'humide, c'était de l'air. Et l'eau était provoquée par le froid et l'humide. Rudolf Steiner, donc, il va prendre sa représentation des anciens là, et il va coller ça avec les constellations. C'est ainsi qu'on va avoir le Bélier, Lion, Sagittaire qui vont être associés aux constellations de feu, Taureau, Vierge, Capricorne qui vont être associés à la Terre, donc constellations de terre, Gémeaux, Balance, Verseau qui deviennent des constellations d'air, et Cancer, Scorpion, Poisson qui deviennent des constellations d'eau. Vous ne comprenez peut-être pas le rapport tout de suite, mais vous allez voir que quand on sera d'un point de vue du jardinier, vous allez très vite comprendre pourquoi on associe le feu, la terre, l'air et l'eau à ces constellations-là. Et voilà, c'est tout pour le point de vue de l'astronome. J'espère avoir été clair. On se retrouve dans la 3e vidéo pour le point de vue du jardinier.